Le 3 décembre, ici à Gand, qui reprendra aussi d'une façon ou d'une autre le thème de l'ANLS. Et pour ça aussi, on attend donc, on est très curieux donc de savoir pourquoi ce titre. Voilà, commençons. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Bonne question. Pourquoi autour de l'inconscient? C'est ça le titre? Oui. Autour de l'inconscient. Alors il y a un sous-titre qui dit pourquoi autour de l'inconscient aussi. C'est place et interprétation des formations de l'inconscient dans les cures psychanalytiques. Parce que si on avait pris uniquement autour de l'inconscient, c'est vague. Et puis je voulais qu'il y ait en tout cas une présence clinique quant à l'inconscient. Il ne s'agit pas de faire des exposés théoriques. Et puis, en effet, je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux. L'inconscient est un concept fondamental de la psychanalyse. La psychanalyse a vu le jour avec l'inconscient, avec la découverte de l'inconscient. Et Lacan a remis sans cesse ce terme au travail, dans son enseignement. Au point que, comme on a pu le constater à Rio, il a été question, après la conférence de Jacques Miller, en effet, d'aborder ça par le par-l'être. Le par-l'être, c'était un nouveau nom que Lacan a donné à l'inconscient dans les années 70. Il l'a rebaptisé ainsi. Puis après, en 77, il lui redonne encore un autre nom. Il l'appelle l'Unbewusst, bien sûr, qui consonne avec Unbewusst, n'est-ce pas? Das Unbewusst, donc l'inconscient tel que Freud l'avait nommé. Et ce que Lacan n'a cessé de faire dans son retour à Freud aussi, eh bien là on dirait que c'est aussi un retour à Lacan, à la conception qu'il a pu prolonger de l'inconscient à partir de Freud, c'est de montrer ce qu'il y avait de palpable, d'approchable dans la question de l'inconscient. Et il faut en passer par ce qui s'énonce. Il y a une citation que j'ai mise parce que l'argument est fait, vous allez en prendre connaissance, il va être envoyé, il est en train d'être traduit. Il dit qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental, c'est ce qui s'énonce, n'est-ce pas? Le langage. Et pour aborder la question de l'inconscience, c'est le seul moyen, c'est ce qu'a fait Freud. Lui, Freud, il a pensé à un inconscient qui serait tout signifiant, toute chaîne signifiante, n'est-ce pas? C'est là qu'il met ça, c'est lui qui montre que les mots s'enchaînent et que voilà, et qu'on associe et qu'on arrive à trouver des choses. Lacan, lui, reprend ça, mais il arrive à cette notion, qui d'ailleurs est aussi une lecture de Freud, que l'inconscient, à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il y a quelque chose dans il y a un bord. Alors il passe par des tas de termes, ouverture, fermeture, bord. Il reprend le rêve de Freud. On pourra après développer un peu plus, mais l'injection faite à Irma, où il est question de l'ombilic, du rêve. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans la chaîne signifiante qui à un moment donné s'arrête. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus au-delà interprétable, qui n'est plus analysable. Lacan reprend ça en ces termes, il dit c'est le refoulement primordial. Et le refoulement primordial, eh bien, ça ne peut pas s'atteindre, ça ne peut pas s'attraper. D'où sa traduction qu'il fait, et qu'on a répété comme ça à l'envi, l'inconscient est réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'inconscient est réel? Je dois dire qu'à un moment donné, j'ai entendu ça de toutes parts. L'inconscient est réel, mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'inconscient est réel? Je crois qu'il faut
qu'on réinterroge ces choses-là. Lacan n'y est pas arrivé à l'inconscient irréel n'importe comment. On ne peut pas parler de l'inconscient réel si on n'en pense pas par le symbolique et l'imaginaire. Et quand il insiste là-dessus, Lacan c'est dans le symptôme, et il dit à un moment donné, oui, l'inconscient est-il imaginaire, est-il réel? Imaginaire en référence à, en effet, Freud, n'est-ce pas, au rêve, qui en passe par les images, qui sont... Et il dit, l'inconscient participe d'une équivoque entre l'imaginaire et le réel. Et en passant par le symbolique, bien sûr, on retrouve là son nœud borroméen. Et j'ai voulu qu'avec autour de l'inconscient, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur les bords, donc les formations de l'inconscient, comment aujourd'hui, quelle place, comment on traite ces formations de l'inconscient dans les cures. Je crois qu'il faut en parler, il faut que les analystes en parlent. Comment ils analysent un rêve, comment ils l'interprètent. L'enseignement de Lacan est bourré de références au rêve. Deuxième séminaire 2, l'injection faite à Jung. Comment il reprend l'analyse que fait Freud, n'est-ce pas? C'est magistral, c'est une leçon magistrale. Comment il montre que... Alors, quand on relit le livre, enfin, La science des rêves ou la Traumdeutung, on voit Freud fait des associations, n'est-ce pas? Il a mort, la maladie, sa fille, sa femme, la patiente qui n'est pas assez docile, qui préférerait celle-ci, celle-là. On voit tous ces méandres. Mais à quoi a servi ce rêve? Il l'a écrit après que, effectivement, il y a eu un problème avec sa patiente. Hein, il rédige quelque chose. Dans la nuit, ça vient lui donner une réponse. Mais c'est extraordinaire. C'est un débat sur la psychanalyse et son désir d'analyste. C'est un rêve, j'en discutais avec Bernard Senel, en effet, de passe avant la lettre. N'est-ce pas? Avant l'heure, si on peut. C'est un débat. Alors, dans ces associations, il dit non, mais là, je ne vais pas trop aller loin, ça va, je m'arrête là sur les associations. On voit que c'est pas ça l'important. Hein, effectivement, on pourrait dire oui, il y a le sexe, la mort, d'accord. Mais on voit qu'au bout, il veut atteindre son but. Et il y a d'ailleurs une phrase, tout un passage que Lacan, qui est à lire vraiment, fantastique dans les pages 80. Attendez. Oui, c'est en 55, dans les 2 chapitres que Lacan y consacre. Et voilà ce qu'il dit, Lacan, ce qu'il écrit. Ce qui est à souligner, c'est ce que dit Freud à la fin de l'analyse de ce rêve. Et j'en extrais cette phrase. Je ne suis là que le représentant de ce vaste, vague mouvement qui est la recherche de la vérité, où moi, je m'efface. Je ne suis plus rien. Mon ambition a été plus grande que moi. La seringue était sale, sans doute. Et justement, dans la mesure où je l'ai trop désiré, où j'ai participé à cette action, où j'ai voulu être moi le créateur, je ne suis pas le créateur. Le créateur est quelqu'un de plus grand que moi. C'est mon inconscient. C'est cette parole qui parle en moi, au-delà de moi. Donc, on voit, là, c'est ça que c'est l'inconscient que va chercher Freud dans les rêves. N'est-ce pas? Il va les chercher dans les formations de l'inconscient. Il n'y a pas que le rêve, d'ailleurs, dans les formations de l'inconscient. C'est là. Et c'est là où ça s'arrête, où il y a du trébuchement, il y a de la fente, où la formation de l'inconscient surgit. Voilà, c'est là qu'il va chercher quand ça achoppe, quand ça cloche.
Bon, je peux continuer, mais peut-être que vous avez d'autres questions, non? Vous pouvez continuer. Alors, pourquoi encore l'inconscient? Parce que, à Rio, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui y étaient, ou ceux qui ont eu l'occasion d'aller écouter l'exposé de Jacques-Alain Miller, il a dit qu'on avait beaucoup insisté sur le corps et que ce qui était resté en arrière-plan dans ce congrès de l'AMP, c'était l'inconscient, qu'il avait été mis à l'arrière-plan. Effectivement, le corps, c'est quelque chose, en effet, de plus palpable, si je puis dire, de plus saisissable, de plus consistant. Et effectivement, ça l'emporte. Donc, moi, j'aimerais qu'on reprenne ça. Ça ne veut pas dire que le corps en sera absent, mais du côté de comment, qu'en est-il de l'inconscient aujourd'hui? Et je pense que c'est d'autant plus, je dirais, crucial que ce que je disais à l'Assemblée Générale tout à l'heure, on entend maintenant à nouveau parler de l'inconscient comme si c'était quelque chose qui était enfoui, qui était une valeur négative, d'ailleurs inconscient, c'est des choses inconscientes dans mon corps, ce que vraiment, par exemple, hein, ce que conteste Lacan. Il dit c'est pas parce que vous éprouvez des choses dans votre corps que vous ne savez pas que c'est de l'inconscient. Hein. L'inconscient, c'est pas le non-conscient. C'est là-dessus qu'il faut vraiment insister. Il faut trancher avec ce qui a toujours existé avant Freud, n'est-ce pas? L'inconscience. Voilà, on parlait de l'inconscience et de la conscience. C'est pas toute cette terminologie philosophique finalement, mais on ne parle plus de ça. Et il faut retrouver ce fil aujourd'hui. Je trouve qu'il faut en reparler, remettre ça sur le tapis pour voir nous ce qu'on en a fait après Lacan aussi. Que vous dire encore Est-ce que je peux vous demander, parce que vous soulignez, donc vous dites comment est-ce qu'on interprète les formations de l'inconscient aujourd'hui? Vous soulignez le aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai mis dans les cures psychanalytiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre uniquement les cas de Freud ou de Lacan, oui. ou de ces... Vous voyez, c'est pour que les analystes puissent parler de leur pratique de la chose. En soulignant aujourd'hui, vous avez quand même, je suppose, l'idée qu'on interprète aujourd'hui de façon différente les formations de l'inconscient. Ah, mais je voudrais voir comment, mais moi je peux dire comment je le fais, à la limite, mais voilà, je n'ai pas préparé quelque chose de spécial. Mais ce serait bien de faire un peu le point là-dessus, que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, j'ai bien souvent, mais ce n'est pas dans tous les cas, heureusement, voilà, j'ai fait partie des cartels de la passe, et bien souvent des récits de rêves étaient apportés, mais n'étaient pas, leur analyse n'était pas rapportée. Voilà. On avait le récit, bien souvent, mais l'analyse, enfin, ce que ça pouvait vouloir dire pour celui qui avait rêvé, qui portait ça à la connaissance du cartel, on ne saisissait pas très bien le fil. Voilà. Et ce que ça a apporté. Alors, la question qui se pose, c'est vrai, c'est est-ce qu'un rêve en début d'analyse, c'est la même chose qu'un rêve en fin d'analyse? Ce ne devrait pas être la même chose. N'est-ce pas? Il devrait y avoir quand même, dans le fait d'avoir analysé son inconscient, élaboré son inconscient, dit Lacan, il y a quelque chose qui se modifie.
Et c'est ça qui serait intéressant de pouvoir repérer, n'est-ce pas? Lacan disait de lui-même qu'il faisait très peu de lapsus, de formation d'inconscient, etc. Mais pourtant, il est bien souvent revenu sur des rêves qu'il faisait, lui-même. Pourquoi il disait j'en fais peu? Parce que j'y pense tout le temps à mon inconscient. Je m'en occupe tout le temps, il élaborait tout le temps. Comme il le dit, à partir de ce qu'il entendait de ses analysants et de lui-même, sans forcément rapporter dans le détail. Mais et du coup, il y avait quelque chose qui, en effet, qui n'avait plus besoin de se produire, n'est-ce pas? Je pense à des exemples aussi qu'il a donnés d'analystes traitant les rêves. Il a parlé des Lacharpe, bien sûr, n'est-ce pas, traitant le rêve de son patient. Et puis, il a parlé aussi de Lucia Tower. Et il en a parlé assez tardivement de Lucia Tower, puisque c'est dans le séminaire d'angoisse. Lucia Tower avait comme ça 2 patients, d'ailleurs elle rapporte ça dans un article sur le contre-transfert. Elle avait 2 patients, 2 hommes, qui avaient chacun une épouse, pas 2 épouses, chacun, une épouse chacun, c'était bien suffisant. Je suppose, il y en a qui en ont 4 dans certaines contrées du monde, enfin c'est peut-être pas la même chose. Et donc, elle se focalise surtout pour Lacan sur un patient. Voilà, il a des problèmes, il lui est moins sympathique ce patient à son analyse que l'autre dont elle parle, il a une tendance très agressive, etc. Et tout un temps de la cure, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont le cas en tête, tout un temps de la cure, elle fait très attention, elle est très prudente, elle fait très attention à son épouse. Elle se dit que peut-être elle est psychotique, voilà, parce qu'il se plaint beaucoup, enfin, ça va très mal, il rapporte ça, c'est le récit de ce qui ne va pas dans son couple, comme on peut souvent l'entendre. Et elle fait très attention pour ne pas trop remuer les choses, etc. Et puis elle protège. Et puis elle se met à faire un rêve. Et c'est ce que rapporte Lacan. Alors, oui, elle se sent trop protective. Hein, elle protège aussi bien donc son patient que sa femme. Et alors dans son rêve, attendez, il faudrait que je retrouve. Voilà. Donc séminaire 10. Séminaire 10, c'est dans les pages 226-228. Voilà, elle ne sait pas quoi faire. Ça, dans cette analyse, ça tourne en rond. Le patient continue à faire usage de ses conflits, rapporte ça sans arrêt avec sa femme, et ce, pour obtenir encore plus d'attention de la part de son analyste, hein, qu'elle soit encore plus protective. Bon, protectrice en français. Et ce qui compenserait ce qu'il n'a jamais trouvé auprès de sa mère, à lui. Bon. Et voilà, enfin, rien ne bouge, et voilà d'où va venir le mouvement du rêve de l'analyste. Elle rêve que l'épouse de son analysant, son patient, l'accueille, elle, l'analyste, de la meilleure façon, excessivement bien. Elle lui montre de toutes les façons qu'elle n'a aucune intention de torpiller l'analyse de son mari. Et qu'elle est donc toute prête à être avec l'analyse de son mari dans une disposition coopérative. C'est comme ça que Lacan traduit ce qui revient, enfin ce qui a rapport avec l'atmosphère du rêve, coopérative. Alors, ce rêve de l'analyste lui met la puce à l'oreille.
elle comprend qu'il y a quelque chose qui est à revoir complètement avec son patient. Ça ne va pas. Que cet homme, eh bien, dans son ménage, eh bien, ça va peut-être pas si mal que ça. Autrement dit, que le désir de cet homme n'est pas si à la dérive que ça. Et comme le note Lacan, que le petit gars se prend quand même au sérieux, qu'il y a moyen de s'occuper de lui. En d'autres termes, il est capable de se prendre au jeu des semblants, à savoir enfin, de se prendre pour un homme. Parce que nous sommes tous des semblants de femmes, semblants d'hommes, n'est-ce pas, dans nos rôles comme ça, dans un ménage, dans un mariage, je sais pas. Donc, et qui peut faire ça tout à fait, peut se prendre au jeu. Et que jusqu'ici, elle dit, cette dignité lui était refusée. Donc, dans l'analyse aussi bien, n'est-ce pas, qu'elle n'y croyait pas, elle. Hein, elle protégeait la femme aussi, avec tous ces conflits qu'il lui rapportaient. Elle réalise ça et donc elle va réorienter sa relation au désir de son patient. Elle comprend qu'elle a méconnu jusqu'ici où les choses se situaient. Et elle va faire donc une révision de tout ce qu'elle a fait jusque-là, de tout ce qui s'est joué, dit-elle, dans le leur, les revendications de transfert qui se découvrent comme ayant été de l'ordre de l'imposture. À partir de là, tout change. Dès qu'elle se met à se repositionner, tout change. À partir de son rêve. Hein. Voilà, elle a interprété son rêve. Tu n'es pas là où il faut, quoi, à la bonne place. Hein, c'est pas comme ça que ça va bouger. Avec cette prudence, à faire attention à la femme, à prendre des précautions. D'abord, une chose qu'a pu dire Lacan aussi à propos du partenaire sexuel ou du partenaire tout court, c'est que c'est du réel. On n'a pas à se faire une idée là-dessus. On n'en sait rien. On n'en sait rien si celui qui vient pleurnicher sur le divan, en effet, a affaire à, je ne sais pas, à un monstre. On n'a pas à prendre parti. On ne sait pas, c'est peut-être même ce qui lui convient. Donc, elle piche ça, qu'elle n'a pas à s'occuper du couple, n'est-ce pas, et qu'elle a à revoir sa position. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout change, en effet. Et c'est elle qui va connaître des moments à la fois dépressifs et de rage, c'est écrit comme ça, rage nue, parce qu'elle se sent mise à l'épreuve comme analyste. Et ce qui est dit, c'est dans chacun de ces petits morceaux. C'est très joli. Elle se sent mise à l'épreuve comme analyste dans chacun de ces petits morceaux. Et elle dit que si un instant d'inattention aurait fait que chacun de ces petits morceaux ne sonna pas vrai, hein, qu'il y en ait un qui fut en toc, un de ces petits morceaux, elle avait le sentiment que son patient s'en irait lui tout entier en morceaux. Et si elle ne voit pas tout, dit Lacan, elle sait pourtant nommer ce dont il s'agit. C'est, dit-elle, à propos de son analysant, son patient, c'est du sadisme phallique, couché dans un langage oral. Non. Alors, effectivement, il y a quelque chose dans le désir de son analysant, quelque chose de sadique qui vise l'objet. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va se mettre dans une position masochiste. C'est propre à l'obsessionnel, n'est-ce pas? Et dans le fond, c'est que à partir du moment où elle se met, elle, quant à son désir, à s'intéresser à celui de son analysant, c'est là qu'elle vient occuper, elle, la position d'objet, de semblant d'objet. Et c'est vers elle qu'à présent se tourne je dirais, en effet, le sadisme phallique de son analysant. Voilà, et elle prend ça
Donc, vous voyez que c'était pas une lacanienne, mais Lacan en fait une lecture lacanienne. Et à partir de quoi? À partir du rêve, à partir d'une formation de l'inconscient. Parce que il y a bien sûr les formations de l'inconscient que l'analysant veut bien nous apporter. Et d'ailleurs, quand il rêve pour son analyste. C'est bien, quand il apporte un rêve, c'est bien pour son analyste, c'est un matériel qu'il propose. C'est toujours quelque chose qui est dans le transfert. Donc, c'est un matériel qu'il faut explorer, je dirais à tous les niveaux, autant en début d'analyse qu'en fin d'analyse. Et là, on voit qu'on a affaire, comme avec le rêve de Freud, à un rêve d'analyste qui met le doigt sur le désir de l'analyste. Hein, et qu'on peut apprendre des choses, des formations de l'inconscient. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on s'occupe des formations de l'inconscient? C'est quand même ce qui est au plus près, je dirais, de l'inconscient, les formations de l'inconscient. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, et ça c'est dans Ou pire, alors, Ou pire, il y a une chose très intéressante que dit Lacan. On peut continuer? Oui, Bien sûr. Il dit que quand on rêve, il y a une chose qui se passe, c'est la suspension de la jouissance. C'est ça le sommeil. Hein, vous suspendez toute la jouissance, vous avez le sommeil, et pendant le sommeil, le rêve arrive. Le rêve, lui, par contre, laisse place au désir. Le désir, lui, n'est pas suspendu pendant le sommeil. Donc on a quelque chose qui est quand même débarrassé là de la jouissance quotidienne, pulsionnelle, n'est-ce pas? Pendant le sommeil, il y a quelque chose qui est relégué là. Alors je vais vous dire exactement à quelle page ça se trouve. Donc séminaire Ou pire. Séminaire Ou pire. Donc vous voyez, c'est un séminaire tardif là, encore. Alors. Ah, il reparle de l'injection en fait à Irma dans ce séminaire. Hein. Alors, page 234, ça commence là. C'est le dernier chapitre? Le dernier, non, c'est... Oui, c'est le dernier. C'est le dernier, absolument. Dans le dernier... Alors... C'est assez long, hein. Mais... Alors, il parle d'abord de l'injection faite à Irma. Voilà, j'ai trouvé. J'ai laissé... Ah oui. J'ai laissé ça traîner parce qu'après tout, oui, quelqu'un avait repris donc, ce qu'il avait dit sur l'injection faite à Irma. Il en avait fait un rêve et puis ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'il avait dit. Bon. Alors là, j'ai laissé ça traîner parce qu'après tout, cette chose n'a pas tellement de conséquences. Et comme je le rappelais récemment, l'essence du sommeil, c'est justement la suspension du rapport du corps à la jouissance. Donc là, le corps, voilà, il y a eu la pulsion, tout ça, c'est plus du tout sollicité. Ensuite, il est bien évident que le désir, qui lui se suspend au plus de jouir, c'est-à-dire à l'objet petit a, ne va pas pour autant être là mis entre parenthèses. C'est-à-dire que le rapport à la jouissance est suspendu. Par contre, du côté du désir, ça continue à fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a là, je pense qu'avec les formations de l'inconscient, le rêve notamment, principalement, n'est-ce pas, on est au plus près de ce qui touche à désir inconscient. Donc, remettons au bout du jour les formations de l'inconscient. Voilà. Vous avez d'ailleurs... Il y a des analyses qui sont truffées de rêves, n'est-ce pas? Et puis on voit qu'il y a quelque chose
qui se réduit aussi au fur et à mesure de l'avancée, de l'analyse. Et puis vous avez d'autres analyses. Vous avez l'analyseur qui dit « Ah, je ne rêve pas, enfin je ne me souviens pas de vos rêves, de mes rêves, de mes rêves, vous voyez, un peu lapsus. Et en fait, ça s'adresse aussi à l'analyste. C'est pas qu'ils disent qu'il ne fait pas de rêve ou qu'il ne s'en souvient pas, ça s'adresse à l'analyste.